Le débat qui va nous occuper dans quelques instants, il va opposer, si j'ose dire, deux personnes. À gauche, un partisan de la responsabilité des médias et défenseur de la liberté de la presse, et à droite, le défenseur, on va dire, d'une liberté d'expression radicale. Deux visions de la presse de la liberté de la presse contre la liberté d'expression, deux droits fondamentaux qui apparaissent aujourd'hui dans le débat public comme, on va dire, en collision frontale. Le débat est animé et arbitré, modéré par Pierre Chausse, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Quand n'importe qui peut exprimer tout et n'importe quoi devant des millions de personnes en un clic, quand la parole circule plus vite que sa vérification, quand elle est de plus en plus décomplexée, que vaut une information sourcée, recoupée, qui répond à des contraintes déontologiques strictes et qui se retrouve noyée dans un flux où finalement les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde? Liberté d'expression et liberté de la presse entrent-elles alors en collision? Pour nourrir cette réflexion, deux invités aux convictions tranchées. À ma gauche, Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, défenseur d'une liberté d'expression la plus large possible. Et Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, qui défend la liberté de la presse, les journalistes à travers le monde. Gaspard, je commence par vous. S'agissant de la liberté d'expression, vous considérez, je vous cite, qu'elle n'a de sens qu'en laissant dire le pire. La liberté d'expression devrait donc être absolue, qu'importe la morale ou la vérité. Bonjour à tous. Je vais vous donner le cadre théorique dans lequel je me situe d'abord pour dire ce genre de propos. C'est vraiment le texte pour moi le plus complet sur la défense philosophique de la liberté d'expression, parce que finalement en philosophie il n'y a pas tant de grands textes classiques sur le sujet. Bizarrement, il y a des gens qui l'ont pratiqué, Voltaire premier, mais Voltaire n'a jamais vraiment théorisé. John Stuart Mill, au milieu du 19e siècle, grand penseur presque libertaire britannique, écrit un texte majeur qui s'appelle On Liberty. Et dans ce texte, tout le milieu du texte est occupé par une défense très complète de la liberté d'expression, aussi absolue que possible. Je vais revenir parce que si absolue que possible, ça ne veut pas dire totale non plus. Et alors, bon, les premiers arguments sont assez évidents. Le fait qu'on ne sait jamais exactement quand on est dans un processus, qu'on n'est plus dans une société théologique, on ne sait jamais exactement quelle est la vérité. Donc il faut toujours laisser une place à la réfutation, puisque ce qui est vrai n'est pas ce qui est prouvé vrai, mais c'est simplement ce qui n'est pas encore réfuté. Donc il faut constamment laisser dire le faux pour que le vrai puisse continuer à s'imposer. Et que bien sûr on ne sait pas ce que le monde de demain considérera comme vrai ou comme juste, et que pour que les idées bougent, eh bien, il faut laisser cet écosystème intellectuel aussi mouvant que possible. Mais il y a un autre argument que je trouve encore plus fort, c'est que en admettant que quelque chose soit vrai, si on n'y oppose pas son contraire, cette vérité devient un dogme mort, dead dogma, parce qu'on n'entend plus le faux. Et quand on n'entend plus le faux, le vrai commence à vous paraître fade. Quand vous entendez quelque chose de particulièrement insupportable, irritant, tout d'un coup, en fait, votre conviction retrouve une forme de signification, d'ampleur, de vivacité. Sinon, on s'endort dans le dogme mort. Mais il faut aussi assumer le fait qu'une société où on peut dire un peu tout ce qu'on veut, n'est vraiment pas une société confortable. C'est même peut-être une société malheureuse, et qu'il est beaucoup plus facile, au fond, d'être dans une société homogène, où les valeurs sont plus claires, parce qu'aujourd'hui, on passe notre temps, plus encore avec les réseaux sociaux, à entendre des choses qui nous irritent. Et donc, c'est désagréable. Toute la journée, on est piqué. Et on a envie de réagir, on ne peut pas toujours le faire parce qu'on n'a pas toujours les moyens ou le temps, et donc ça laisse une impression d'insatisfaction. Mais cette irritation un peu perpétuelle, c'est le prix à payer pour une société libre, parce que la liberté d'expression est vraiment la jauge d'une société libre. C'est pas étonnant si aujourd'hui aux US, par exemple, elle commence à régresser avec des attaques sur le monde académique, sur des gens qui sont considérés comme des terroristes. D'ailleurs, quand vous commencez à entendre le mot terroriste, ça veut dire qu'on est en train de fermer un champ de l'expression.
Enfin, la dernière chose, et après je m'arrête, c'est que, évidemment, John Stuart Mill n'est pas pour pouvoir laisser dire tout. Lui, il dit, la grande limite, c'est le no harm principle. La grande limite, c'est de causer directement du tort à autrui. Donc ça peut être une information délibérément manipulée ou faussée, ça peut être l'insulte, ça peut être la diffamation, ou ça peut être l'appel à la violence. Mais il en exclut les propos généraux. Quand je caractérise un groupe, je ne peux pas dire que j'offense chacun des individus qui le constituent. Il faut que ça soit une offense individualisée, il faut que ça soit un mal précis. Et il donne un exemple, et je m'arrête là. J'ai le droit de dire que tous les marchands de grains sont des voleurs. En revanche, je n'ai pas le droit de me mettre devant la maison d'un marchand de grains où s'est assemblée une foule vindicative et de dire « ce marchand de grains est un voleur ». Thibault, quand vous entendez cet argumentaire, cette vision d'une liberté d'expression qui doit rester le plus large possible avec les limites posées par Gaspard, comment on concilie cette vision avec la nécessité de lutter contre la désinformation, les discours haineux qui se propagent sur les réseaux, et comment cette vision-là, elle est compatible avec ce que vous défendez? Il faut d'abord revenir sur ce qu'est la liberté de la presse. Et la liberté de la presse est philosophiquement, en tout cas dans une forme de perspective politique qui s'est imposée au XIXe siècle, la possibilité de l'émancipation des individus, ou la possibilité d'avoir un public informé à l'heure où le suffrage universel se développe. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il faudrait d'ailleurs se poser la question de l'articulation la plus juste entre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Est-ce que la liberté de la presse permet la liberté d'expression? Est-ce que la liberté de la presse fait partie de la liberté d'expression? En tout cas, ce que je défends, moi, c'est l'idée que la liberté de la presse est une liberté qui est distincte de la liberté d'expression à bien des égards, tout en ayant des liens très forts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société, à notre connaissance, qui existe où l'on pourrait tout dire et les journalistes ne pourraient rien dire. C'est peut-être ce que M. Trump est en train d'inventer. On ne connaît pas, à contrario, de société où les journalistes pourraient tout dire et le public ne pourrait rien dire. Donc il y a vraiment un lien consubstantiel entre les deux. Et ce qui est clair, c'est que la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté d'expression des journalistes ou la liberté d'expression des propriétaires de journaux. Le sondage de la Croix qui est paru aujourd'hui est encore très clair là-dessus. Les citoyens attendent que la promesse du journalisme soit remplie et cette promesse impose une distinction entre l'opinion et les faits. Et jusqu'à preuve du contraire, et le journaliste n'a pas le monopole des faits, le journalisme reste une façon d'accéder, alors non pas nécessairement à la vérité, mais à une forme de réalité factuelle. Alors c'est pour ça que je crois que la liberté de la presse, il faut comprendre ce qu'elle a de spécifique. Et c'est notamment le fait que c'est une liberté qui est aussi une responsabilité. C'est un régime de responsabilité. C'est un droit pour les journalistes d'action, de travail, mais qui est aussi corrélé à des devoirs déontologiques. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a une place très forte, très spécifique de la liberté de la presse qu'il faut défendre. Et je le dis parce que ça arrive dans ce pays. Prenons garde quand les journalistes commencent à se réfugier derrière la liberté d'expression. Je crois que ce que l'on attend d'eux, c'est de faire leur travail. Et c'est un travail qui n'est ni facile, ni superflu. On a besoin d'un débat public. Hannah Arendt le disait, ça vaut quoi la liberté d'expression? C'est une farce si ce n'est pas fondé sur des faits. Voilà. Est-ce que ce cadre déontologique, vous avez parlé de responsabilité qui pèse sur les journalistes, est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'étende au grand public? Est-ce que s'agissant de la vérification des faits, du respect de la vie privée, de la diffamation, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, à l'inverse, étendre ce cadre-là, ou plutôt restreindre la liberté d'expression pour pouvoir réguler un peu la parole publique? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de préserver la place du journaliste qui est en voie de disparition, pas en tant qu'industrie nécessairement dans son essence même, mais il est en train de disparaître du débat public. C'est-à-dire qu'il est plus central dans le débat public. Regardez les États-Unis d'Amérique. Moi, je viens d'une génération encore où on pouvait croire légitimement que c'était l'avenir du monde. Ben, j'espère pas, parce que je n'ai pas envie de vivre dans une société où les réalités matérielles ne sont plus partagées. Vous allez aux États-Unis, vous énoncez une proposition factuelle,
eh bien, vous allez avoir une contradiction en fonction du positionnement politique de votre interlocuteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité partagée. Et c'est pour ça que je crois qu'il est vraiment important de tenir bon là-dessus. C'est-à-dire que le journalisme est fondamental dans le débat public, et si on le périphérise, tout devient une opinion. Il est dangereux de réduire, je crois, des faits à des opinions, et nous devons, je crois, avoir une forme de sursaut citoyen sur le soutien à apporter à cette fonction sociale que le journalisme. Le journalisme, c'est un métier, bien sûr, mais c'est aussi et surtout peut-être une méthode, c'est une relation que les citoyens peuvent entretenir à une réalité, et c'est une mission, une fonction sociale. Les journalistes sont des tiers de confiance. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir une exigence à l'égard du journalisme, mais aussi de reconnaître sa valeur. C'est le corollaire. Et je crois que Reporters sans frontières est une organisation qui a vraiment pris conscience de ça ces dernières années, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de soutenir des propagandistes qui n'ont aucune éthique. Il faut, si l'on veut avoir le soutien de la population pour défendre des journalistes, il faut que ce soit du journalisme digne de ce nom. Gaspard Koenig, vous qui collaborez avec de nombreux médias, qu'on entend régulièrement, qu'on lit aussi chez nos camarades des Échos, comment ces propos-là font écho chez vous ? D'abord, je voudrais dire que dans mon expérience personnelle, effectivement, d'une dizaine d'années assez plongée dans cet univers médiatique, surtout en exprimant mes opinions, pour le coup, qui sont là assez tranchées, enfin, qui sont d'ailleurs, je le dis toujours, prenez ce que je dis avec un grain de sel, parce qu'il y a un biais, c'est ce que j'exprime moi. Je trouve qu'il y a quand même un paysage aujourd'hui médiatique, institutionnel, qui est incroyablement varié et quand même très respectueux de la liberté des auteurs. Moi, aux Échos, sur 8 ans de collaboration hebdomadaire, j'ai jamais eu un seul cas de remontrance ou même de suggestion de la part de la rédaction, alors même que certaines chroniques sont complètement orthogonales par rapport au gros titre du journal qui dit « Bravo, les actions Airbus remontent » et moi j'écris une chronique sur « Il ne faut plus prendre l'avion ». Et bon, c'est vraiment ou des choses parfois encore plus clivantes. Et je pense que c'est quand même assez répandu dans beaucoup de médias et que par ailleurs, vous avez absolument toute la palette que vous voulez. J'entends parfois les gens qui disent les médias, mais les médias nous disent que, les médias mainstream. Mais je veux dire, dans les médias mainstream, vous avez de tout. Ça va. Et puis il y a plein de petits médias qui se forment en permanence. Chacun a son angle idéologique. Et c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est normal que les médias aient leur positionnement, leur angle. C'est pour ça que je me méfie un petit peu du discours sur les faits. Moi, je lis le matin Libération et l'Opinion. Je vois sur les mêmes choses, évidemment, d'interprétations qui sont, des manières de saisir l'événement qui sont tellement différentes qu'on peut se demander ce que représente vraiment un fait matériel, qui est quand même à chaque fois une collection de points de vue. Alors ce qui est important, c'est que ces points de vue soient sérieux, et que ces points de vue soient aussi multiples que possible, et que le lecteur aille en prendre un peu partout. Ça, c'est très très important. Et le risque que nous avons aujourd'hui, c'est de nous enfermer, c'est pas tellement d'ignorer les faits, c'est de nous enfermer dans un seul point de vue sur les faits. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais dire sur les réseaux sociaux, puisqu'on parlait des citoyens, est-ce qu'il faut réguler les citoyens ? On dit ça, on parle des réseaux sociaux, on ne parle pas des gens qui parlent chez eux ou au bar, enfin en tout cas j'espère. Et je pense qu'on mélange un peu le problème du contenu et le problème de l'émetteur. Moi, le dernier réseau social sur lequel je suis, c'est LinkedIn, qui a énormément de défauts, qui est plein de corporate bullshit à n'en plus finir. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus agréable que les autres ? Parce que les gens ne sont pas anonymes. Et ça change tout. Parce que la conversation citoyenne, elle est intersubjective. Et donc, vous savez à qui vous parlez. Et je pense que le jour où, en fait, imaginons qu'on lève l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça, je pense que c'est beaucoup plus fort que de vouloir réguler les contenus. Parce que si les gens s'expriment en leur nom propre, devant leur pairs, comme c'est normal dans une cité, puisque là, on s'exprime au nom des débats publics, on ne s'exprime pas en privé, on a fait le choix de s'exprimer en public. Donc si on a fait le choix de s'exprimer en public, on s'exprime à visage découvert, et là, vous verrez que tout de suite, les contenus vont être spontanément beaucoup plus prudents, qu'il en restera probablement toujours quelques pourcentages qui mettent la pagaille, mais c'est pas grave, c'est ce qu'une société libre peut tolérer. Et puis, on a des lois qui répriment la diffamation, l'insulte, l'appel à la violence, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en inventer d'autres dans le cas spécifique des réseaux sociaux ? La levée de l'anonymat sur les réseaux, quelle est la position d'RSF sur ce sujet ?
Je crois que l'anonymat, il est très relatif sur les réseaux sociaux. Avec une adresse IP, vous pouvez remonter à la personne. Et c'est la problématique qui se pose, c'est celle du régime de responsabilité qui est imposé aux utilisateurs des plateformes. À la fois en tant que régime de responsabilité juridique, c'est-à-dire quel statut ces personnes ont, et très largement quand même, ils sont considérés avant tout comme des utilisateurs régis par les conditions générales d'utilisation. Curieuse société où nous avons privatisé l'intégralité de notre débat public numérique. On n'a pas encore réussi à trouver aujourd'hui un système qui permette de créer des garanties démocratiques dans cet espace digital. Donc il y a un sujet qui dépasse à mon avis largement l'anonymat, mais l'anonymat est une des manifestations effectivement de choses qu'on n'a pas réussi à résoudre. Le combat de RSF dans cet espace digital, par exemple, c'est moins de partir dans des passions coupables qui voudraient essayer de supprimer tel ou tel contenu parce qu'il serait faux ou parce qu'il serait dangereux. C'est au contraire de renverser la vapeur et de se dire ce qui est en train d'être mis à mal, c'est notre capacité à accéder au fond, justement à cette matérialité, cette base factuelle. Le journalisme s'érode. Il n'a d'ailleurs pas de place spécifique dans beaucoup de moteurs de recherche, dans beaucoup de réseaux sociaux ou d'agrégateurs de contenu. Il se trouve en compétition avec des vidéos de chats, avec de la propagande politique, avec des informations commerciales, etc., etc. Et donc il faut qu'on arrive à sanctuariser quand même une place pour le journalisme. Et c'est pour ça que nous, on se bat non pas pour qu'il y ait plus de fact-checking ou plus de suppression de contenu, mais au contraire pour qu'il y ait une sorte de proéminence maintenue du journalisme. Les plateformes numériques, quand vous parlez avec elles sont très nombreuses à vous dire que ça n'intéresse pas nos concitoyens que d'avoir accès à de l'information journalistique, qu'ils préfèrent des contenus de family and friends, la famille et les amis, et que le critère qui doit être regardé, c'est la réputation. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que la réputation. Et je crois qu'il est vraiment important d'avoir une transparence là-dessus et de faire en sorte que le journalisme ne dévisse pas complètement dans les algorithmes. On se bat sur ce point et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne tomberons pas, je pense, dans le piège de quelque chose qui serait attentatoire à la liberté d'expression, puisque au contraire, que tout le monde s'exprime, c'est super. Il faut absolument garder cette possibilité, cette liberté de parole. Mais par contre, la conséquence, ça ne doit pas être la disparition du journalisme. On a tort d'opposer liberté d'expression et liberté de la presse. D'ailleurs, quand je désigne la manipulation de la liberté d'expression contre le journalisme, je préfère employer ce terme américain de free speech qui est utilisé par Donald Trump et qui est un dévoiement de la liberté d'expression, puisque c'est une liberté d'expression c'est une sorte de loi de la jungle étendue à la liberté d'expression. C'est celui qui a le plus d'argent, le plus d'autorité, qui a la parole ou la voix la plus forte, qui va l'emporter. Je rappelle, juste pour terminer là-dessus, qu'aux États-Unis, par exemple, il est considéré comme attentatoire à la liberté d'expression, dans beaucoup de cas, de plafonner les dépenses électorales. Comme si un candidat ne pouvait pas s'exprimer si on ne faisait pas sauter une forme de garantie d'équité avec son concurrent. Je pense que c'est de ça dont il s'agit, d'essayer de transformer tout ce qui pourrait être une garantie démocratique et de la catégoriser comme attentatoire à la liberté d'expression, et d'essayer de transformer le journalisme en quelque chose qui serait une forme de censure. Ce sont des mauvais procès et des pièges dangereux pour la démocratie. Mais je veux dire, c'est aussi le journalisme, parce que j'espère ne pas entendre dans ces propos, c'est d'imposer aux algorithmes de faire remonter les contenus des vrais médias pour qu'ils s'imposent aux autres. J'espère que c'est pas ça que j'entends dans ces propos. C'est en partie cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être noyés. Oui, mais alors, aujourd'hui, ils sont noyés. Et... Oui, mais là, moi, je suis assez... Alors, la question de la neutralité de l'algorithme ou du biais aujourd'hui des algorithmes reste entière, mais en admettant que les plateformes se voient imposer pour le coup une certaine neutralité algorithmique, je pense que derrière ça, c'est aux journalistes de faire la preuve de son intérêt pour le public, parce que la demande du public pour le journalisme, elle est forte, on le voit dans les sondages, les gens font confiance, même les gens qui ne les lisent pas ou qui ne peuvent pas les lire, font confiance aux grands médias, et le journalisme a aussi peut-être à faire sa propre autocritique, dans la mesure où ce qu'on a vu ces dernières années, c'est quand même de plus en plus de budget coupé pour les grands reportages, les grands débats de fond, pour nourrir des desks qui reprennent des dépêches et qui font du commentaire, qu'on a de plus en plus de journalistes qui se transforment en tweetos en allant poster leurs opinions en permanence sur les réseaux pour faire du buzz. Et alors après, les gens se disent, en fait, si le journaliste il fait comme tout le monde, du coup, il n'a pas une valeur différente ou supérieure. Et enfin, qu'on n'arrive plus, on en parlait en coulisses, à accéder, c'est quand même... Je veux bien qu'il faille lire les journaux, mais encore faut-il pouvoir les lire.
Aujourd'hui, tout le monde est sur les écrans. Bon, je le déplore, je suis pour la lecture, enfin, c'est comme ça. Sur les écrans, on a accès au papier, généralement parce qu'on a un lien. On vous envoie un lien, on trouve un lien sur un réseau, sur un scroll, sur je sais pas quoi. Ces liens, on ne peut pas les ouvrir parce qu'il y a des paywalls. Moi, 4 fois par jour, moi qui suis avide de presse, de connaissances et qui peut la payer, je suis bloqué. Je suis bloqué et je ne vais pas sur ces articles parce qu'on me demande de m'abonner. C'est des choses assez pratiques, assez concrètes. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les rédactions privilégient l'abonnement, parce que c'est le sens de la communauté du lectorat, quitte à perdre 100 lecteurs. Il faudrait vraiment prendre ce sujet au sérieux pour avoir... Parce que techniquement, on peut faire des plateformes à la 10 heures, on clique sur des articles et on est débité de 50 centimes. Enfin, les articles doivent être payants, ça tout à fait. Il faudrait réhabituer les gens à payer pour du contenu, sinon il est financé par la pub ou par les milliardaires. Donc ça, c'est très important que les lecteurs payent. Mais simplement, ils doivent encore pouvoir payer à l'unité. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'impression qu'il y a une espèce de frilosité des journaux de s'ouvrir en ayant peur de disséminer leur contenu. Non, il faut justement disséminer les contenus. J'aimerais juste revenir sur le point précédent. Vous semblez regretter la disparition du journalisme de terrain pour des contenus, pour la production de contenus plus viraux. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les plateformes qui ont créé cet écosystème-là depuis plus de 10 ans et qui ont contraint les médias et les rédactions en captant leurs revenus, en les invisibilisant, parce qu'on est très loin en tant que média d'avoir la priorité dans les algorithmes, mais on est plutôt invisibilisé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas les plateformes qui sont responsables de ça? Il y a quand même eu un discours des médias qui ont dit regardez, c'est ça le monde moderne, il faut y aller, il n'y a plus le choix, et qui n'ont pas résisté en fait. Alors que je pense qu'il y a un lectorat absolument considérable, et on le voit d'ailleurs dans le succès des podcasts par exemple, pour des contenus de fond, d'expertise. Moi j'avais fait pour Le Point 5 mois de reportage, alors c'était à cheval en France, je ne sais pas cette histoire, mais enfin j'avais tous les jours de page et j'avais carte blanche. Et je disais ce que je voulais. Et ça, c'est des conditions journalistiques qui sont pour moi optimales. En fait, le journaliste, dans sa plus grande noblesse, ça devrait être ça. Va sur le terrain, fais ton travail, sors ce que tu trouves, sans dire aux gens, tu as une demi-journée, ça c'est la ligne, faut interviewer ci, ça, parce que, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment, si on se tient à cette rigueur-là, là, du coup, le journalisme, clairement, reprend une valeur ajoutée considérable par rapport aux réseaux, aux tweets, aux trucs, et qu'il faut simplement voir le long terme, résister un peu, parce que je pense que c'est ça l'avenir de la presse, c'est d'être dans l'investigation, dans les formats longs, et pas dans la news de tous les jours qu'effectivement on a dans tous les sens et sous tous les points de vue possibles. Et est-ce que le rôle de la presse, pour revenir un peu sur le débat qui est un peu dévié, est-ce que le rôle de la presse, c'est de corriger la parole libre sur les réseaux? On a beaucoup parlé de fact-checking ces dernières années, avec beaucoup de critiques, en disant que cet exercice était vain. Est-ce que c'est le rôle de la presse aujourd'hui de se faire le juge de la bonne parole sur les réseaux? Moi, je pense que c'est une possibilité, mais si on résume le journalisme à cela, le journalisme perd sa substance et sa capacité d'ailleurs à être influent de façon positive aussi dans la sphère publique, dans la communauté citoyenne. C'est-à-dire que si vous courez après le dernier bobard de Donald Trump en permanence, eh bien vous ne pouvez pas traiter de la réalité des concitoyens américains qui vivent dans tel ou tel État, d'essayer de parler de sujets de fond, des sujets économiques, des sujets sociaux, des sujets pédagogiques, scientifiques. Et c'est là où je crois que les transformations du journalisme, peut-être qu'on se rejoint là-dessus, de ces dernières années, sont des transformations qui ne sont pas forcément positives. Et je pense qu'il y a eu une nouvelle donne économique et technologique qui a été mal gérée. Les mêmes erreurs, à mon sens, sont en train d'être reproduites dans le champ de l'intelligence artificielle, alors que tous les sondages disent clairement qu'il y a une voie qui est celle d'un journalisme à très forte valeur ajoutée. Le journalisme, la définition que j'en donne toujours, c'est aller à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la rue voir ce qui s'y passe. Parce que vous, en tant que citoyen, si vous faites un article vous-même, vous verrez le travail, la méthodologie qui est requise. Et nous devons, pour pouvoir avoir une compréhension qui dépasse
notre compréhension sensorielle immédiate, notre vue, notre odorat, ce que l'on sait, ce que l'on entend. Il faut faire confiance. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une déontologie forte, ferme, avoir un journaliste qui est honnête, indépendant et pluraliste. C'est, je crois, l'honneur du métier qui consiste à tenir bon sur ces principes-là, y compris dans ce moment un peu chaotique que nous vivons. Oui, Pierre, c'est bon. Si vous me regardez, je vois, on va laisser la place aux questions du public. Et le temps que des mains se lèvent et que les micros soient tendus, vous pouvez poursuivre une minute ou deux le débat. Y a-t-il des questions dans l'assistance à nos deux débatteurs? Visiblement, soit vous avez répondu à toutes les questions que les gens se posaient. Peut-être c'est l'option. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser les 6 minutes qui nous restent pour continuer à débattre. Je vous laisse la main, Pierre. Il y a une question, pardon, il y a une question. Madame, au troisième rang. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Vous n'avez pas évoqué sur les réseaux sociaux le problème du ranking, parce que c'est là que ça se joue quand même, les mécanismes d'influence. Est-ce que c'est volontaire que vous n'en parlez pas ? Je crois qu'on a évoqué la question de l'algorithme, et c'est vrai que l'algorithme procède à une forme de sélection, de classement entre des sources d'information ou de contenu, comme on dit, puisqu'il n'y a pas que de l'information sur les réseaux sociaux. Absolument, mais moi je pense que nous avons collectivement, et ça dépasse très largement la question du journalisme, échoué à proposer un système qui donne des garanties démocratiques dans cet espace digital. Y a-t-il d'autres questions? Messieurs, dames. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique en général, arrive avec 10 ans de retard chez nous. N'êtes-vous pas inquiet de ce qui se passe actuellement avec Trump et le bannissement de certains médias, qui pourrait être une tendance qu'on voit arriver dans beaucoup de démocraties aussi, potentiellement? Déjà, justement, pour éviter cette tendance, il y a eu tout ce débat. Alors, je ne vais pas faire quand même la comparaison entre les deux, je ne veux pas exagérer, mais enfin, il y a eu ce débat lancé par le président de la République sur la certification ou l'homologation de certains médias comme des médias qui, par une instance, alors évidemment, on n'est pas du tout dans le contexte américain, c'est pas pour pousser une certaine opinion, un certain parti, mais enfin, par une instance neutre qui définirait qui est un vrai média, vraiment le droit de s'exprimer parce qu'il dit des choses sérieuses et qui ne l'est pas. Je comprends bien, comme je disais, la liberté d'expression est irritante et je comprends bien que quand on est d'ailleurs comme le président et son épouse visés par des fake news en permanence, on a envie de restreindre un peu l'espace de la parole légitime et de dire qui un peu a le droit de s'exprimer parce que vraiment on considère qu'il est sérieux et qui n'a pas le droit parce que quelque part c'est légitime, il dit n'importe quoi. Mais je pense que dès qu'on entre, en fait, dès qu'on cède à cette tentation bien compréhensible, et que j'ai moi-même quand j'entends des insanités, on commence à fixer des critères qui vont pas forcément être faciles à tenir ou à définir, et donc on va créer énormément de ressentiment de la part des gens qui vont être considérés comme non fiables. Ce ressentiment va être contre-productif parce qu'il va générer des complotismes. Mais pourquoi moi j'ai pas le droit de parler? Pourquoi voilà. Et donc je pense qu'il faut toujours prendre ce risque à peine insupportable de l'égalité de parole, en faisant le pari que la raison et l'intelligence permettent, et la réfutation et l'argument permettent de triompher des opinions fausses. Et souvent on a ce débat sur l'interdit ou pas l'interdit, mais ça c'est un débat sur le symptôme. La cause, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable de reconnaître des informations pertinentes? Pourquoi est-ce qu'on a perdu la culture ou la capacité d'attention qui nous permettent assez naturellement d'aller vers le juste? Je pense que c'est une question plus sociale et qui ne se résoudra pas par ce genre de segmentation en fait, de la parole publique. Thibaut Brutin, on vous a vu prendre beaucoup de notes. Vous avez des choses à ajouter, je pense, sur cette question. Oui, je souffre de cette incapacité à me souvenir des questions dans les Q&A, donc c'est ça que je note toujours tout. Le débat qu'on est en train d'avoir sur le débat public en ligne, il est théorique si on ne regarde pas aujourd'hui la prise de contrôle qui a été celle des plateformes technologiques, qui favorise, non seulement elle neutralise ou elle mélange toutes sortes de contenus dans une forme de concurrence déloyale. Et il y a cet adage qui veut que pendant que la réalité se cache derrière un paywall, le mensonge, lui,
est en train de courir extrêmement vite. Et je pense que c'est quelque chose qui est très clair, c'est qu'il y a une concurrence déloyale. Mais en plus de ça, moi, je dirige une organisation qui avait encore récemment 225 000 abonnés sur X. Eh ben, on a vu la différence avec l'arrivée de M. Musk. Vous faisiez des tweets, théoriquement donc, qui pouvaient être transmis à 220 000 personnes, et il y avait 3 petits cœurs qui apparaissaient. Donc, c'est purement théorique si on n'a pas le contrôle sur les conditions du débat public. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de se battre là-dessus. Aux États-Unis, nous avons un président qui fait profession aujourd'hui du free speech. Il parle, et d'ailleurs les Américains ont ce travers de parler toujours du premier amendement de la Constitution américaine, qui est un amendement que je trouve très pertinent, mais quand il parle du premier amendement, ils le réduisent à la liberté d'expression. Or, c'est un des seuls textes de portée internationale, en tout cas d'ambition intellectuelle internationale, qui distingue la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et le Congrès, dans le texte, ne doit pas voter de législation qui pourrait contraindre la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est bien la preuve qu'il y a une distinction qui doit être opérée entre les deux. Et moi, je regrette qu'on entende autant M. Trump sur la liberté d'expression et si peu sur la liberté de la presse. On notera que ce monsieur a viré des journalistes de la Maison-Blanche parce qu'il ne voulait pas employer le terme Golfe d'Amérique pour parler du Golfe du Mexique. Donc tout cela n'est au fond pas très sérieux quand on prétend défendre la liberté d'expression. Et on peut voir, il y a une publication de RSF d'hier qui revient sur la chronologie presque emballée de l'année passée, où ça a été à répétition des atteintes à la liberté de la presse sur des dimensions qui contrariaient M. Trump. Et ça va évidemment avoir un impact sur ce qui se passe aux États-Unis, qui a longtemps été un territoire où fondamentalement la liberté de la presse était beaucoup plus respectée que dans d'autres territoires. Mais en plus, il est en train de mettre à bas l'écosystème qui favorisait une liberté de la presse à travers le monde. Il y avait des médias de services publics américains qui permettaient de lutter contre la censure, etc. Et puis enfin, moi je peux vous le promettre, j'ai été dans 30 pays l'année dernière, tous les élus potentiels ou déjà élus potassent le manuel de Donald Trump parce qu'ils se disent « ça marche ». Donald Trump n'a pas été élu malgré les médias. Il a été élu parce qu'il tape sur les médias d'information, parce qu'il décrédibilise en amont la parole journalistique. Et donc, quand on arrive avec des assertions qui sont fondées, qui sont étayées par des preuves, eh bien, les propres suiveurs de Donald Trump ne vous croient pas. Et je vous invite à regarder un sondage qui est l'équivalent du sondage de la Croix, mais aux États-Unis. Les Trumpistes croient avant tout Donald Trump, avant la presse. Donc, que voulez-vous faire face à une telle entreprise de lavage de cerveau collectif à l'égard de ses propres soutiens ? Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Média en scène cette année. Thibaut Brutin, Gaspard Koenig et Pierre Chausse, le modérateur de cette table ronde.